La CCMO Mutuelle vous présente Ma santé et moi sur Radio Mercure. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Ma santé et moi sur Radio Mercure, votre émission santé, sport et bien-être en partenariat avec la CCMO Mutuelle. Ce mois-ci, nous allons parler sophrologie et activité physique. Sur ce plateau, 2 experts sont là pour répondre à toutes vos questions. Une sophrologue forcément, Laurence Roufouillet. Bonjour Laurence. Bonjour Nassine. Ainsi que Laurent Chopin, coach sportif et conseiller mutualiste à la CCMO. Bonjour Laurent. Bonjour Nassine, bonjour à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire un petit focus protection sociale, comme au début de chaque émission. Cette fois-ci, nous allons parler du tour essentiel avec vous, Laurent Chopin et Laurence Roufouillet. Déjà, qu'est-ce que le tour essentiel ? Alors, le tour essentiel a été créé en 2012 avec un thème sur le mal de dos, et c'est en fait un bus qui circule sur plusieurs villes dans Picardie et sur les Hauts-de-France. 14 villes cette année, et on sait très bien, et on en a déjà parlé sur cette antenne, que le mal de dos on peut le considérer comme étant quasiment le mal du siècle, avec 80% des gens qui seront ou qui ont déjà eu mal au dos dans leur carrière professionnelle et dans la vie quotidienne. Et donc ce tour essentiel, l'objectif est évidemment de donner de l'information, mais il est aussi de permettre aux gens d'avoir des conseils avec un kiné sur place, et avec un ensemble de petits services, et notamment massage, nuque, dos, et une borne relaxation dont Laurence, d'ailleurs, une borne sophrologie dont Laurence va pouvoir en dire 2 mots. Et cette année, le tour va commencer le 26 septembre. Sur 3 semaines, et évidemment les dates et les villes sont disponibles sur le site de la CCMO. Alors pour nos auditeurs qui habitent essentiellement l'Oise, il y a forcément quelques dates dans l'Oise, on l'imagine. Oui, forcément, Beauvais, Compiègne, Creil, et évidemment l'Oise est desservie par ce tour essentiel. Alors ce tour essentiel, il s'adresse à qui ? Est-ce que c'est essentiellement les personnes âgées qui ont mal au dos ? Ou pas forcément. Et pourquoi, Nassim, les personnes âgées ? Vous dites ça en me regardant. Justement, je fais ça volontairement pour balayer tous les clichés. Non, il est en général sur les places des hôtels de ville ou dans les endroits stratégiques des villes, souvent à l'endroit où nous avons aussi notre agence. Et l'objectif, il est d'accueillir tout le monde. Il est là toute la journée, et les gens, qu'ils soient en groupe ou pas en groupe, ils passent et ils peuvent avoir et recevoir les conseils et poser toutes les questions. Alors justement, la question que vont se poser également nos auditeurs, est-ce que ces conseils, ces informations, est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est payant ? Évidemment, Nassim, que c'est gratuit, bien sûr. Bien sûr, il y a aussi un aspect communication, bien sûr, puisqu'ils peuvent aussi, et sans problème, pouvoir avoir des renseignements sur la mutuelle, et éventuellement faire des études comparatives avec les mutuelles qu'ils ont déjà, et pourquoi pas souscrire quelque chose à la CCMO, bien évidemment. Alors justement, pour donner vraiment une idée de ce que c'est que ce tour essentiel, Laurence, vous êtes donc sophrologue, et vous intervenez sur ces fameux tours essentiels. Qu'est-ce que vous y faites concrètement ? Comment ça se passe ? Quelle est un petit peu l'ambiance dans ces bus ? Alors il y a une très bonne ambiance parce que comme le bus est toujours placé en centre-ville, on a énormément de monde, et il n'y a pas que des personnes âgées, il y a aussi des actifs, en particulier sur l'heure du déjeuner, et des personnes qui, au-delà des pathologies vertébrales, effectivement ce qui peut arriver avec l'âge, ont aussi tout simplement des tensions musculaires, et c'est là où la sophrologie elle peut prendre tout son sens, puisque une partie de la sophrologie, il y a un aspect relaxation, un aspect de décontraction physique. Donc cette borne de sophrologie, c'est en fait une sophrologue virtuelle qui est installée à demeure, si je puis dire, et qui reste pendant tout le tour essentiel, et à l'aide d'un dispositif audio avec un casque. Toutes les personnes qui le souhaitent ont accès à un certain nombre d'exercices. Donc ce sont des exercices audio enregistrés avec un certain nombre d'indications. Donc on a 4 thématiques: se calmer, se décontracter, se recentrer et s'évader. En fonction de chaque thématique, vous avez la possibilité de choisir des séquences entre 3 et 20 minutes. Et là, vous mettez le casque et vous vous laissez guider. Donc c'est vraiment de la relaxation très facile à faire et très accessible, et vraiment compatible et tout à fait indiqué dans les pathologies, alors dans les troubles du dos, et en particulier quand il y a beaucoup de tension musculaire. Est-ce qu'il y a besoin de s'inscrire au préalable ? Non, les gens viennent c'est de façon volontaire et de façon automatique. Et le gros intérêt dont Laurence parlait aussi, c'est la sophrologie, qui commence à être une discipline connue et reconnue évidemment, mais n'est pas forcément... tant qu'on n'a pas testé, c'est pas forcément palpable par les gens. Et là, on a à la fois une information, mais on peut aussi tester. Et le test, qu'est-ce qu'il est mieux que de tester quelque chose pour se rendre compte de la valeur des choses ?
Justement, puisque la sophrologie c'est le thème du jour, je vous propose tout de suite de basculer après ce focus protection sociale sur notre thème du jour, évidemment donc la sophrologie. Et donc merci Laurent et Laurence pour ces précisions concernant le tour essentiel de la CCMO. Je rappelle que Laurence, donc vous êtes sophrologue et que vous avez un cabinet notamment en région parisienne du côté de Boulogne-Billancourt. Déjà pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ou de doute au niveau de nos auditeurs, qu'est-ce que la sophrologie? Comment on pourrait définir cette spécialité? Alors, d'une façon vraiment très simple, on peut dire de la sophrologie qu'à la base, c'est une méthode de relaxation. Donc, c'est vraiment une méthode qui permet de se détendre. C'est son objectif principal. Mais quand on dit se détendre, on a en fait 2 axes de travail. Le premier axe, j'en ai parlé avec le mal de dos, ce sont les tensions musculaires. Donc, vraiment tout le côté décontraction physique. Dans certaines situations du quotidien ou dans certaines situations extrêmes ou effectivement dans la pratique d'un sport, des surtensions musculaires vont se présenter. Alors, dans les situations du quotidien, ça va être beaucoup la mâchoire, les trapèzes, le dos. Ça peut être le mal au ventre aussi qui est assez souvent rapporté. Donc l'aspect de décontraction, détente physique, il est important. Après, le deuxième axe de travail, c'est la détente mentale. Ça a l'air de rien, mais souvent, beaucoup de personnes rapportent leur travail chez eux, mais dans leur tête, et continuent, y compris le soir ou après une semaine de travail, à cogiter, à ressasser ce qu'ils ont à faire. Alors ça peut être le travail, ça peut être aussi d'autres difficultés du quotidien. Donc en sophrologie, on apprend aussi à prendre de la distance. Alors je vais dire aussi, on apprend à positiver, mais ça paraît toujours un terme un peu galvaudé, mais il y a une façon très concrète d'utiliser justement cet aspect positif. Alors on donnera tout à l'heure des exemples concrets d'exercices que l'on peut faire, mais déjà pour continuer vraiment sur la définition, est-ce que la sophrologie c'est considéré aujourd'hui comme de la médecine en France ? Non, pas du tout. Alors d'ailleurs, nous, on ne le considère pas dans cette catégorie. On est vraiment dans de l'aide au quotidien. Nous, les sophrologues, on est des formateurs, c'est-à-dire qu'on a appris un certain nombre de techniques et ces techniques, on les transmet dans le cadre d'un certain nombre d'indications. Donc on est vraiment dans ce cadre-là, c'est ni de la médecine ni de la psychothérapie. On est vraiment dans l'outil, dans l'outil qui va être de la technique, qui va pouvoir être utilisée au quotidien en fonction du contexte. Pour moi, le contexte est très important parce qu'on évolue tous dans des environnements et des contextes de vie qui sont différents. Comment on devient sophrologue justement aujourd'hui ? Alors, on devient sophrologue en ayant fait une formation en sophrologie. Il y a un certain nombre de formations qui existent en France, qui sont toutes des formations privées. Il y a ce qu'on appelle des DU, des diplômes universitaires de sophrologie, mais qui, à vrai dire, sont la version privée, on va dire, des diplômes universitaires. Donc, il n'y a pas de formation universitaire à la sophrologie. En revanche, le diplôme de sophrologue est enregistré à ce qu'on appelle le registre national de la certification professionnelle. Donc, quand on cherche un sophrologue, ce qui est plutôt pas mal, c'est de vérifier si c'est un sophrologue qu'on appelle certifié, c'est-à-dire avec un RNCP, une certification professionnelle. Je rebondis, puisque Laurent, tu es conseiller mutualiste également à la CCMO. Justement, on vient de dire que la sophrologie, ce n'est pas de la médecine. Est-ce que pour autant, par exemple, ça rentre dans le cadre de remboursement mutuel ? Alors, il y a quelques années, effectivement, c'était, comme Laurence l'a dit, mais au même titre que l'ostéopathie, la chiropratie, considérées comme des médecines douces. Alors, vous savez très bien que je n'aime pas trop ce terme-là. C'est plutôt des médecines alternatives, voire même pas des médecines, comme Laurence l'a dit. C'est un accompagnement. Et effectivement, d'autant plus avec les nouvelles lois sur l'activité physique qui est rentrée dans la loi de santé, sur les obligations RSE des entreprises, il y a énormément de choses qui commencent à rentrer dans les remboursements et la sophrologie en fait partie. Et nous, on est en train de densifier notre offre qui s'appelle un petit peu quelque part bien-être et qui prend en compte énormément de pratiques qui, comme l'a dit Laurence, commencent à être reconnues officiellement. Donc c'est fondamental. Question pratique également pour nos auditeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, ça coûte cher la sophrologie ? Alors en moyenne, en individuel, une séance individuelle qui dure en général entre 45 minutes et 1 heure, ça va être ça dépend où on se trouve, entre 45 et 70 €. En cours collectif, puisqu'il existe aussi des séances collectives, souvent il y a des sophrologues qui proposent des cours, donc c'est souvent un peu comme un cours de danse, on va dire, ou un cours de judo, donc vous y allez 1 fois par semaine, il faut compter c'est à peu près 15 € de l'heure pour un cours collectif. Depuis quand vous avez ouvert votre cabinet, Laurence ? Ça fait 15 ans maintenant. Donc, en 15 ans, vous avez commencé à avoir beaucoup d'expérience. Justement, quel est le public que vous accueillez en majorité ? À qui ça s'adresse la sophrologie en priorité ? Alors moi, dans mon public, principalement, j'ai des gens qui travaillent, donc qui viennent
viennent pour des problématiques qui sont liées au travail. On parlait de bien-être, la santé au travail et en particulier la santé mentale au travail fait partie aussi des obligations des employeurs aujourd'hui. On peut parler aussi de l'aspect prévention, prévention santé, et ça je pense que c'est tout à fait compatible avec la démarche de la CCMO vis-à-vis de ses adhérents d'une façon générale, c'est-à-dire que éviter qu'une maladie survienne, c'est bien aussi, et puis c'est bien pour la personne, c'est aussi une économie et pour la société, pour la Sécu, pour tout le monde. Donc vraiment se maintenir en bonne santé, ça fait partie des choses qu'on peut faire. Donc oui, l'aspect bien-être est vraiment très important, mais avec ces deux aspects, à la fois l'aspect physique et l'aspect psychologique. Alors justement, de manière concrète, une séance de sophrologie, on l'a dit, ça peut durer en 45 minutes, 1 heure. Ça ressemble à quoi ? Est-ce que c'est que du discours ? Est-ce qu'il y a un côté massage ? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a du contact physique ? Voilà, c'est des choses qu'on... Alors, je dis toujours... On se demande de physique. Je ne touche personne. Ça, c'est très important. C'est des choses que moi-même, comme je n'ai jamais fait de sophrologie, je me pose la question. Non, c'est très concret. Mais d'ailleurs, c'est des réticences qu'on peut avoir avant d'y aller, parce qu'on se dit un peu, qu'est-ce qui va se passer ? D'où l'intérêt, Laurence, du tour essentiel qui fait comprendre très très vite aux gens de quoi il en retourne. Tout à fait. Exactement. On peut le tester très facilement. En général, une séance de sophrologie, c'est à peu près 10 minutes, un quart d'heure, ce qu'on appelle dans notre jargon l'anamnèse, c'est-à-dire on va un peu poser le décor, on va fixer les indications, pourquoi la personne elle est là aujourd'hui, on fixe les objectifs, et puis ensuite... Dans le dialogue, dans l'échange. Voilà, tout à fait. Alors moi, en général, j'essaye de repérer un certain nombre, entre guillemets, de gènes, on ne parle pas de symptômes, mais de gènes, de contraintes, etc. Et puis ensuite, on va positionner un certain nombre de techniques. Traditionnellement, sur une séance, on arrive à faire entre 2 et 4 techniques. Il peut y avoir des choses très simples comme des techniques de respiration consciente. Ça, c'est vraiment la première chose qu'on va pratiquer. Et la respiration consciente, très concrètement, elle a un effet ralentisseur sur le système nerveux. Et cet effet ralentisseur, il va tout de suite inhiber le stress qui a tendance à se mettre en place assez vite. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, en fonction des thèmes sur lesquels on travaille, on va faire des exercices qui sont, alors je vais rentrer un peu dans le jargon, soit ce qu'on appelle des relaxations dynamiques. C'est un peu paradoxal comme thème, mais c'est un type de relaxation qui est propre à la sophrologie, qui va être une plus grande attention portée sur le corps, le fait d'être dans les perceptions, dans les ressentis. On va avoir un effet relaxant, c'est-à-dire qu'on va aussi beaucoup décrocher sur les pensées, comme on va beaucoup focaliser le mental sur ce qu'on est en train de faire, pendant ce temps-là, il n'est pas en train de cogiter. Et puis le deuxième aspect des techniques dont on dispose, c'est ce qu'on appelle les sophronisations. Alors, si on parlait un peu de l'histoire de la sophrologie, Caicedo, qui est le médecin qui a inventé la sophrologie, à la base, la sophrologie ça date des années 60. Donc c'est assez récent dans l'histoire de l'humanité. C'est relativement, je vous le confirme. Dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, oui. Néandertal n'était pas super bon en sophro. Il faut mais savoir, même dans l'histoire de la médecine, tout ça, c'est quand même des choses assez récentes. Alors, Caicedo, il avait une envie, c'est-à-dire que lui, il était neuropsychiatre, donc il cherchait une technique simple et accessible qui puisse être utilisée par tout le monde. Il avait déjà un outil en sa possession qui était l'hypnose, c'est-à-dire qu'il avait appris, comme beaucoup de personnes à cette époque, il avait appris l'hypnose pour avoir une approche plus douce avec ses patients, c'est-à-dire une approche qui était guidée sur la voix. Il se servait de la voix pour provoquer ce qu'on appelle un état modifié de conscience. Alors, ça n'a rien à voir avec Mesmer, je précise, parce que dès qu'on parle d'état modifié de conscience, ça fait toujours un peu peur. Mesmer, c'est du somnambulisme, d'accord ? C'est pas de l'hypnose ni de la sophrologie. Donc, en sophrologie, on est toujours en conscience. Donc, Caicedo, qui avait utilisé l'hypnose, a commencé à regarder d'autres techniques, et pour certaines des techniques millénaires, et voir comment faisaient les gens jusque-là pour se détendre. Il a beaucoup étudié l'hypnose, la méditation, le zazen, et j'ai envie de dire, il a occidentalisé un peu tout ça pour faire une méthode tout à fait originale. Donc il a gardé de l'hypnose le travail sur la voix, puisque vous aurez l'occasion de le tester pour ceux qui participeront au tour essentiel. Tous les exercices de sophrologie sont guidés sur la voix. D'ailleurs, les sophrologues sont d'excellents participants aux émissions de radio, parce qu'en général... Très belle élocution, d'ailleurs. Je me disais aussi... On a une voix qui fait que ça fonctionne. Et puis, il a gardé de la méditation et du yoga, l'approche sur le corps et sur le souffle. Voilà. Et en mixant un peu tout ça, il y a cette méthode originale qui a été mise en place.
Question indiscrète pour vous, Laurent Chopin. Est-ce que vous avez vous-même déjà expérimenté la sophrologie à titre personnel ? Bien sûr, mon cher Nassim, bien sûr. Et alors, c'est comment ? Oui, tout à fait. C'est comment ? Alors, ce que je tiens vraiment à dire, et ça rebondit ce que disait Laurence, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas bien la sophrologie, on n'est absolument pas ni dans la psychiatrie, ni dans la psychothérapie. On est dans un accompagnement. La sophrologie n'est pas une induction d'un certain nombre de choses, c'est uniquement un accompagnement. D'où l'importance de ce suivi avec la voix. Le sophrologue ne va pas induire, il va juste accompagner, comprendre ce pourquoi évidemment le patient est venu. En fait, le patient reste le maître du bateau. Absolument, complètement. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'hypnose et ce qui peut, quand on vient chercher le moi profond sur de la psychothérapie ou de la psychanalyse, des fois ça peut déraper. En tout cas, c'est le but. C'est le but du jeu. En l'occurrence, là, le travail de la sophro n'est pas le but du jeu. Et donc, moi en sport ou avec mes athlètes, certains de mes athlètes l'ont fait. L'objectif, il était de comprendre certains verrous liés à la compétition, alors qu'ils soient avant la compétition, pendant la compétition ou en récupération ensuite, post-événement, de manière à pouvoir travailler en toute conscience, ici et maintenant, c'est les termes qui sont toujours utilisés, pour justement être capable soit d'appréhender de façon beaucoup plus relaxée un départ de course ou un événement majeur comme un championnat d'Europe, un championnat du monde ou les Jeux Olympiques. Pendant l'événement, est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va me perturber ? Si oui, ça ne va pas m'impacter parce que je vais être capable de l'avoir anticipé et je vais être capable de le gérer. Et puis, comme le disait Laurence tout à l'heure, sur toutes les tensions musculaires, quoi de mieux qu'une récup via la sophrologie, la relaxation. Quand on a fait un événement, et si tu connais Cyril Blanchard, tu connais Cyril Viennot, sur des distances Ironman, voire plus pour Cyril Blanchard, on a tous sauf envie de remonter sur son vélo ou d'aller courir pour se détendre. Même les séances d'étirement, des fois, c'est compliqué. Donc là, on rentre sur un processus doux, mais sur un processus très efficace. Quelle connexion un peu entre ces deux choses, la sophrologie, l'activité physique ? Est-ce que c'est conseillé en préparation ? Est-ce que c'est conseillé pour récupérer ? Est-ce que c'est conseillé pour les deux finalement ? C'est conseillé pour tout. Et effectivement, maintenant, comme l'a dit Laurence dans la première partie, le travail du sophrologue, le travail éventuellement du coach, si on parle dans un premier temps de haut niveau, et puis après on verra sur les athlètes du quotidien comment ça peut se passer. Il faut aussi déjà qu'il y ait un partage entre l'entraîneur et l'entraîné, que des fois, l'athlète de haut niveau n'a pas forcément conscience des verrous et des freins qu'il peut y avoir dans sa pratique et qui vont le limiter. Donc l'entraîneur, lui, qui a un regard externe, va pouvoir les identifier, déjà partager avec son athlète et ensuite essayer de trouver les solutions. C'est toujours la même chose, hein. Quels sont les objectifs, quels sont les moyens qu'on met en place pour les atteindre. Et la sophrologie en est un, évidemment. Et une fois qu'on a déterminé quels sont les types de freins, si c'est des types de freins purement physiologiques, c'est l'entraînement qui va aller pallier à ce type de problème. Si on est sur des freins mentaux, sur des problèmes de récupération, et là on revient sur le physique, mais qui dépasse la simple récupération normale, le sommeil, la nutrition, le kiné, l'ostéo, et puis la petite séance qui va bien le surlendemain, on va aller chercher des moyens qui sont différents, alternatifs et tout aussi performants. Et ça m'est arrivé évidemment de conseiller, d'accompagner aussi les athlètes sur des séances de sophro. Et Laurence le disait tout à l'heure, après il peut y avoir la séance individuelle, où là on rentre dans un processus, alors entendons-nous bien, que les auditeurs le comprennent bien, autant il est acquis, et ça je l'ai déjà dit sur cette antenne, que quand on se prépare une course, on sait que pour faire 10 km, il va falloir s'entraîner, et que s'entraîner, c'est un long processus. La sophrologie, c'est pas une séance qui va suffire. On est aussi sur un accompagnement sur du moyen terme, voire du long terme, qui vont permettre de déverrouiller l'ensemble des processus et des freins dont je parlais tout à l'heure. Donc que ce soit bien clair. Et puis il y a aussi, j'ai utilisé les séances collectives en stage notamment, et en découverte, pour ceux qui étaient soit réfractaires en disant la sophro c'est bien joli mais ça va me servir à rien, et puis qui découvrent des choses intéressantes, mais encore une fois, ça n'est possible aussi que si la personne ou le groupe l'a accepté. J'ai fait une fois une séance de sophro sur un stage de triathlon au tout début de ma carrière, où j'avais une dizaine de mes athlètes, et à un moment donné il y a eu un petit, mais ça Laurence a dû avoir ces problèmes-là des fois en séance collective, un petit gargouillet de ventre, il y en a deux qui rigolent, la séance elle est explosée. Donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait une acceptation et qu'on sache pourquoi on est là et ce qu'on va découvrir et ce qu'on va en faire.
Tout à l'heure, Laurent, tu prenais l'exemple de Cyril Blanchard, triathlète de l'extrême, sur lequel on l'accompagnait notamment sur l'enduroman. Lui, il avait un préparateur mental avec lui pendant toute sa prépa et même pendant l'enduroman avec lequel il échangeait par téléphone. La sophrologie, la prépa mentale, c'est kiff-kiff bourricot ou c'est deux choses différentes? Non, il y a évidemment un lien très, très intime, mais il y a aussi des écoles et des diplômes qui ne sont pas reconnus non plus par l'État, avec un certain nombre de formations et de formateurs, notamment l'école de la performance de Toulouse, qui là a orienté sa prépa mentale directement sur le sport. Il y a une connexion évidemment, ce n'est pas forcément les mêmes méthodes, et les méthodes que Philippe avec Cyril Blanchard pouvait utiliser ne sont pas c'est pas de la sophrologie. La sophrologie sur un effort comme l'a pu faire Cyril va venir en amont, va venir pendant, mais sur des outils qui sont travaillés et qui vont être soit sur des récup courtes qui vont lui permettre de bien récupérer, soit sur du recentrage comme le disait Laurence, où il va y avoir un moment donné, sur une épreuve de 60 heures, forcément, à un moment donné, l'esprit va prendre l'information du corps qui n'est pas forcément la bonne et inversement, et on va essayer de se recentrer. Et ça, c'est des outils qui ont été travaillés avant et qui doivent arriver en claquant des doigts. Alors là, on prend l'exemple de sportifs de haut niveau, de sportifs de l'extrême. Pour nos auditeurs qui sont en grande partie, eux, plus des sportifs du dimanche, des sportifs du quotidien. Ah bah non, c'est pas la portée de tout le monde, malheureusement. Je l'ai fait dans le bateau et j'ai plus souffert, je crois, que Cyril, bizarrement. Quels sont les conseils, sans forcément peut-être tous les jours aller consulter un sophrologue, mais est-ce qu'il y a des choses, Laurence, qu'on peut faire quand on sort du boulot, juste avant de faire sa séance de sport, le soir, quand on rentre juste avant de manger ou après avoir pris sa douche? Est-ce qu'il y a des petits exercices concrets qu'on peut donner comme ça à nos auditeurs? Bien sûr, parce que si on veut continuer à filer la métaphore, on a des rythmes de vie aujourd'hui qui s'apparentent à des marathons, et on ne peut pas courir un marathon en étant un sprinter. Or, le stress, ce sont des coups de sprint, des accélérations de sprint qui arrivent, et parfois de façon impromptue. Donc si on veut arriver à gérer son énergie et à rester à peu près en bonne forme, c'est-à-dire à faire face toute la journée, il faut accepter de temps en temps de faire des pauses. Donc c'est ce que j'appelle perdre du temps pour en gagner. C'est-à-dire que dans une journée, y compris dans une journée de travail, le fait de prendre quelques minutes pour faire quelque chose va permettre d'évacuer, alors on a parlé de récupération physique, d'évacuer la fatigue, ça permet aussi de faire baisser la pression. Dans la préparation des sportifs, il y a un aspect gestion du stress, par exemple, qui va être assez intéressant. Pour les athlètes du quotidien que nous sommes, c'est la même chose. Le fait d'arriver à gérer le stress et de faire diminuer notamment tous les symptômes, toutes les manifestations du stress, l'accélération cardiaque, la sensation d'oppression, etc. Ça, c'est quelque chose de très important. Limiter les tensions musculaires qui vont créer de la surfatigue. Et puis, on peut aussi, sur certains événements importants, comme on le ferait sur une compétition, travailler sur de la visualisation. Alors, une fois de plus, on parle de positif. Soit je vais travailler cette visualisation avec le fait de dépasser un échec. C'est-à-dire que quelque chose s'est pas bien passé, ça peut être le cas dans une compétition. Le résultat, c'est pas ce que j'attendais. Donc il y a une charge émotionnelle négative, et cette charge émotionnelle, on va essayer de l'évacuer, de la détacher de l'événement pour pouvoir aborder l'événement suivant. Et puis quand on prépare quelque chose, ça peut être une compétition, mais ça peut être son entretien annuel d'évaluation, ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être une présentation qu'on doit faire lors de son travail. Eh bien ces événements-là qui sont potentiellement anxiogènes, on a des techniques assez courtes, ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est-à-dire en un claquement de doigts, on peut le faire rapidement, soit des techniques de respiration. Ça, c'est un peu celles qui sont les plus faciles à faire, surtout si on s'y est un peu entraîné auparavant. C'est quoi ces respirations ventrales? Alors, en général, on parle beaucoup de respiration avec le ventre, c'est-à-dire en utilisant le ventre, parce qu'il n'y a rien qui respire dans le ventre. Je vous rappelle vos cours de biologie, de SVT, en fonction de l'âge que vous avez. J'écoutais pas bien en biologie, c'est pour voilà. ça. Ce qui va être intéressant avec la respiration abdominale, c'est que le fait de mobiliser la masse abdominale permet de décontracter, de faire descendre le diaphragme. Le diaphragme, à la base, est un muscle de la respiration, mais ce muscle de la respiration a tendance à tétaniser, à être plus rigide quand on est anxieux et particulièrement quand on est stressé. C'est pour ça qu'on sent une boule au ventre? C'est exactement ça, parce que le fameux point de côté. Voilà, qui sont le point de côté et puis les douleurs intercostales. Donc par rapport à ça, c'est quelque chose qui va créer tout de suite une gêne. La boule au ventre, il faut savoir que le premier organe, enfin presque le premier, on va dire, qui est sous le diaphragme, c'est l'estomac. L'estomac, c'est très contractile, donc quand le diaphragme est très serré, l'estomac, c'est un peu compliqué pour lui aussi. Donc la respiration avec le ventre, elle permet de décontracter le diaphragme, et surtout, elle va permettre de réactiver quasiment naturellement une partie du système nerveux
On rentre dans un terme un peu technique, mais je vais l'expliquer tout de suite après. C'est ce qu'on appelle le système nerveux autonome parasympathique. D'accord ? On va considérer que le corps fonctionne avec un accélérateur et un frein. L'accélérateur, c'est l'ensemble des réactions qui se mettent en route quand on est en état de stress ou quand on est dans une situation potentiellement anxieuse ou anxiogène. Donc ça, c'est l'accélérateur, c'est le système nerveux autonome sympathique. Et en parallèle, on a le parasympathique et lui, c'est le frein. Et la respiration consciente, volontaire, lente et en utilisant le ventre, c'est-à-dire en utilisant le diaphragme, va en fait stimuler le frein. Et comme dans votre voiture, on ne peut pas appuyer sur le frein et l'accélérateur en même temps. Donc dès lors qu'on commence à activer le parasympathique, le stress commence déjà à descendre. Donc ça, c'est des exercices, par exemple, de respiration. Il y a d'autres choses, des micro-siestes, fermer les yeux. Alors, les micro-siestes en récupération, c'est vraiment intéressant. C'est très facile à faire. Ça peut se faire partout, y compris les yeux ouverts. On va s'asseoir en décroisant les jambes. On décroise les bras aussi pour ne pas comprimer le diaphragme. Et puis, on va se focaliser au départ sur la respiration, avec l'idée qu'à chaque expiration, on laisse aller, on relâche le ventre. Je vais essayer de le faire là, en même temps que je vous parle à la radio. On inspire et quand on expire, vraiment c'est l'idée que je relâche. Par exemple, on commence par le haut, le front, les paupières, les joues et puis la mâchoire par exemple. Et puis vous reprenez une inspiration tranquille et quand vous expirez, vous allez relâcher la nuque et les épaules. Et puis on continue à descendre. Je vous fais ma voix de sophrologue ou pas ? Allez-y, nos auditeurs, voilà. Profitez-en, faites-le pendant que vous nous écoutez. Donc, on est tous en train de le faire là dans le studio. Super. En même temps. Surtout pas au volant. Voilà, pas au volant. Voilà. Voilà, Il y a beaucoup de gens qui sont en train Si vous nous d'aller au écoutez travail. et que vous êtes au volant, vous ne le faites pas au volant. Pas ceux la qui sont sieste passagers, flash. ceux qui sont derrière, oui, pas le conducteur. En tout cas, pour les autres, si vous êtes bien appuyé donc contre votre dossier, vous inspirez. Et quand vous expirez, vous allez relâcher tout le dos. Voilà, depuis le haut jusqu'en bas. Et puis on va faire la même chose avec les bras. On inspire, on ressent les épaules et on relâche les épaules, les bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Je me sens déjà mieux. Oui, je vois bien. Voilà, et on peut faire la même chose au niveau du thorax. L'idée, c'est vraiment de travailler sur chaque région, chaque zone du corps, avec l'idée que j'inspire, je prends conscience, j'expire, j'accompagne la détente. L'expiration va toujours avec le relâchement. Je souffle, je laisse aller. C'est là où on se rend compte que, par exemple, on a les mains très crispées, j'expire, je relâche. Les épaules ont un petit peu remonté, j'expire, voilà, je vais relâcher mes épaules. On va le faire avec le ventre, le bassin, les cuisses, le bas des jambes, et puis voilà, comme on arrive à faire absolument tout le corps. Et voilà, je suis déjà sûr que vous sentez mieux sur Radio Mercure, Laurent. Oui, alors ce qui est vraiment essentiel, c'est un certain nombre de mots. Volontaire, donc la respiration abdominale est quelque chose qu'on a oublié. Si vous regardez un bébé dormir allongé sur le dos, c'est le ventre qui se lève et qui se baisse. Et on n'est pas sur une respiration thoracique. Là, on est vraiment, ce qu'on est en train de faire, ce que les gens qui nous écoutent sont en train de faire, ils sont sur une respiration thoracique qui, elle, est complètement automatique. Donc sur laquelle on ne peut pas travailler à partir du moment où on n'en a pas conscience. Donc volontaire, conscience, donner du sens. Voilà ce qui est intéressant. Et à partir du moment où on va, et vous le savez, ici sur cette antenne, j'en ai déjà parlé, je suis très pointilleux sur, j'ai un leitmotiv, c'est corps, esprit, environnement, et cette globalité dans laquelle on vient puiser, c'est la totalité de ce qui nous fait. Quand le mental va pas bien, on va aller chercher dans l'environnement ou sur le corps quelque chose qui va permettre d'enlever ce que disait Laurence. Voilà, on vient chercher ces différentes ressources. Ouais. Alors si c'est uniquement le mental qui va pas bien et qu'on vient jamais chercher sur notre ressource et qu'on se concentre uniquement sur le mental, en fait on creuse son propre trou. Ouais. Donc voilà, ce qui est intéressant dans ces pratiques et dans tout ce qu'on essaye de développer avec les thèmes de cette émission, c'est vraiment donner du sens, l'aspect volontaire. À partir du moment où c'est volontaire, on rentre dans un travail, dans un système qui est dans lequel, comme le disait Laurence, on est conscient, donc on est acteur. Et à partir du moment où on est acteur, on va pouvoir développer des techniques. Et c'est ça qui est fondamental. C'était une très belle conclusion pour cette émission. Évidemment, ça passe très vite, mais je sais que vous venez de nous écouter, vous vous êtes relaxés. Et puis, il y a le podcast que vous pouvez réécouter quand vous voulez. Si vous voulez vous refaire une petite séance, voilà, vous savez que vous avez la voix de Laurence qui peut vous accompagner sur Radio Mercure quand vous le souhaitez. Laurence, merci d'être venue depuis la région parisienne jusque dans notre studio pour nous faire partager vos avis et puis voilà, vos conseils sur la sophrologie. Merci à vous.
Laurent, merci d'être venu d'un peu moins loin, de Oui, Beauvais, un petit peu moins loin, mais oui. ça fait quand même un petit peu de route, mais c'est toujours sympa. Juste avant de nous quitter, on redonne éventuellement l'endroit où on peut retrouver quelques fiches essentielles, des informations. Toujours sur le site de la CCMO, ccmo.fr, et Laurence a sans doute aussi évidemment des endroits ressources. Et puis Laurence. rendez-vous sur le Tour Essentiel, surtout Ah bah bientôt, oui, en à septembre. partir de septembre. Le voilà. 26 Absolument. septembre, coup de démarrage. On Et pourra puis vous aller voir croiser. justement les horaires, les dates, les villes sur le site de la CCMO. Voilà, C'est en ligne. Vous retrouvez tout sur ccmo.fr, les dates, les lieux. Les plus grandes villes du département, évidemment, seront visitées par ce bus. On remercie Anthony du côté de la technique. On remercie Jean-Claude Saint-Paul du côté de la vidéo. Et on vous souhaite à tous une très belle fin de journée à l'écoute des programmes de Radio Mercure.